Bonjour, j'ai été présenté, donc je ne me représente pas. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter au niveau vraiment local d'un petit territoire qui est le 14e arrondissement de Paris, des actions que nous avons montées dès le début de la mise en place des centres de vaccination. Donc, je rappelle quand même le contexte. Les centres de vaccination ont été montés dans une urgence absolue, c'est-à-dire qu'en gros, en 2 semaines, tous les territoires ont dû créer des structures dans des locaux pas forcément adaptés à cette pratique pour pouvoir vacciner le plus grand nombre dans un contexte que vous connaissiez, que ce soit la pénurie en termes de doses au début, en tout cas le manque de doses, mais aussi des règles de priorisation qui changeaient régulièrement. Dans le 14e, l'originalité, c'est qu'on a construit le centre de vaccination avec un partenariat assez innovant, c'est-à-dire une CPTF, une communauté qui réunit tous les professionnels libéraux, mais aussi qu'ils soient spécialistes ou généralistes, orthophonistes, en pluriprofessionnalisme en tout cas d'un territoire, avec des partenaires comme la Maison des aidés et des aidants, des structures type le CMP du 14e, etc., des structures médico-sociales. Et nous avons construit donc, ce centre de vaccination en partenariat avec la mairie d'arrondissement, qui était très proactive, qui a fourni beaucoup de ressources en termes de locaux, mais aussi en termes de bénévoles, c'est-à-dire que le centre s'est construit avec des bénévoles volontaires, des citoyens de l'arrondissement, mais aussi le groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, qui est un hôpital privé à but non lucratif, et un institut, un centre de santé, qui est l'Institut Alfred Fournier. Ce cocktail a créé les bases en fait assez inédites d'une structure très mixte. Donc on s'est découverts les uns les autres, on n'avait pas l'habitude de travailler ensemble. Et donc on a ouvert le 18 janvier un centre qui a fait à ce jour plus de 200 000 vaccinations sur l'année 2021. Ça paraît très loin quand je me suis remis dans mes notes, 2021, le début, j'ai l'impression que c'était il y a 5 ans. Voilà. Donc le but du centre au départ, c'était de créer un accès de proximité en multisite, parce que d'emblée, on s'est dit que le plus important, c'était d'être au plus près des populations vaccinales, à vacciner. Mais on a eu un constat dès le début, dès les 2 premières semaines de l'ouverture du centre, c'est que le public en fait qui se rendait sur le centre de vaccination était un public différent finalement du public qu'on aurait pu attendre sur les secteurs sur lesquels on avait ouvert nos structures. C'était une intuition qui a été confirmée a posteriori par une thèse de Madame Perla David Chevalier qui a été soutenue le 23 novembre, qui retrouvait des chiffres intéressants, c'est que 46% des personnes qui venaient se faire vacciner étaient cadres supérieurs ou catégories socio-professionnelles supérieures, et 27% avaient un bac plus 5 pour un âge médian autour de 79 ans. Donc on était vraiment d'emblée avec une population qui, devant un outil nouveau, c'est-à-dire qu'on parlait des centres de vaccination depuis plusieurs mois, mais en fait personne ne savait exactement ce que c'était, comment ça fonctionnait, comment y accéder, c'est-à-dire que l'accès par Doctolib, avec des critères de priorisation qui étaient parfois difficiles à concevoir, faisait que peut-être nous renforcions en tout cas une inégalité d'accès à la vaccination qui a pourtant pour but d'être disponible pour tout le monde. Donc fin janvier, 2 semaines après l'ouverture, on a monté un projet qui a réuni la mairie de Paris, les acteurs sociaux du territoire, les soignants du territoire. On a invité M. Veil-Dubuc pour avoir d'emblée, de manière proactive, un regard éthique sur ce qu'on était en train de faire, donc pour avoir une lecture d'emblée et non pas rétrospective sur l'action, sur ce qu'on était en train de construire. Et on a construit un dispositif qui permettait aux acteurs du territoire d'adresser des patients sur des critères que nous avons définis de vulnérabilité. Alors je vais essayer de vous partager, ce qu'on a mis en place. Donc en fait on a fait un questionnaire, donc là c'est l'introduction, qui permettait en fait à toute personne de signaler, d'identifier par un tiers en fait une personne sur les critères que je vais vous préciser. Donc avec le nom, le prénom, les coordonnées de l'adresseur. Là on voit effectivement que le statut de l'adresseur c'était finalement pas seulement des soignants, des professionnels de santé, mais ça peut être aussi la ville de Paris avec la KSVP et la DASES, la N2A qui est une structure qui prend particulièrement en charge les personnes âgés et leurs aidants, les associations, les structures ayant pour cible les personnes vulnérables et les centres hospitaliers. Ce dispositif a été proposé sur le 14e, mais aussi sur le 13e, le 15e, le 18e, le 20e et plus largement, dès qu'on avait un accord en fait, des structures de vaccination possibles. Donc bien sûr, il fallait identifier où est-ce que était la personne, et voilà les critères que nous avons retenus
Nous n'avons pas retenu de critères médicaux parce qu'il y avait déjà des critères médicaux établis par la priorisation. C'était les difficultés sociales type accès au logement et ou à l'alimentation et ou aux soins ou l'accès aux droits, la fracture numérique et l'isolement familial, les difficultés de compréhension de la langue française, le handicap ou l'incapacité fonctionnelle limitant la capacité à prendre rendez-vous, et les personnes sans abri accompagnées par des maraudes. Voilà. Évidemment, la question était celle du consentement du patient. Donc ça, c'est quelque chose qui a été recueilli d'emblée, qui a été vérifié quand les gens ont été rappelés par les bénévoles et les personnes qui leur donnaient un rendez-vous sur site. Et dernier point, et donc une fois que la personne était inscrite, elle était effectivement rappelée, et à l'issue de ce dispositif, 1276 patients ont été appelés et ont eu un rendez-vous dans des délais relativement courts, sur des plages de rendez-vous qui n'étaient pas des plages de rendez-vous distinctes de la population générale, c'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'ils avaient pris rendez-vous, qu'ils avaient le rendez-vous, ils étaient dans le flux habituel des patients, il n'y avait aucune discrimination sur leur accès. Et ces critères que je vous ai montrés sur le questionnaire n'étaient, alors c'est là où finalement la RGPD a à la fois été un frein, parce qu'elle nous a fait nous poser beaucoup de questions, mais elle nous a obligés finalement à faire deux choses, c'est à minimiser le nombre d'informations, c'est-à-dire que les informations recueillies sur le motif d'accès à la vaccination par ce dispositif ont été masquées aux personnes qui appelaient les gens, et finalement ces données ont été d'emblée effacées. C'était plus une façon d'identifier quelqu'un, mais à aucun moment nous n'avons vérifié la véracité de ces critères. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, on s'est confronté, et c'est ce qui a été un facteur d'ailleurs limitant du développement sur d'autres arrondissements, en particulier le 15e, on s'est confronté à une approche un peu tatillonne de la RGPD, de la difficulté à transmettre une liste d'une CPTS à une mairie, ou d'une mairie à une structure de vaccination différente de la nôtre. Mais néanmoins, on pense quand même avoir fait ça pour quand même pas mal de patients. Donc la question soulève un peu ce dispositif, c'est celle de la nouveauté. On sait que de nouveaux traitements, mais aussi de nouveaux parcours peuvent être un facteur finalement renforçant, non pas les inégalités, mais l'accès. On sait que, en tout cas je pense que l'inégalité d'accès aux soins, c'est l'inégalité pour arriver aux soignants, pour arriver à l'acte de soins. Et je pense que l'innovation pose la question, la nouveauté pose la question comme critère en fait, de renforcement des inégalités. La deuxième expérience que nous avons faite, c'est la vaccination en aller vers. Je pense que Luc Ginot en parlera plus tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on s'est très vite rendu compte que beaucoup de structures que nous connaissions par des actions ponctuelles déjà réalisées, par exemple en particulier dans les foyers de travailleurs migrants, pouvaient nécessiter que nous sortions du centre et que nous allions organiser une action de vaccination sur place. Je vais vous prendre deux exemples intéressants, c'est concernant je suis perdu sur mon document. Concernant les interventions, c'est que le foyer de travailleurs migrants, c'est souvent une structure d'habitation, c'est-à-dire c'est un lieu où habite une population. Quand on se rend dans un foyer de travailleurs migrants, on ne se rend pas dans un foyer pour personnes handicapées, on se rend au domicile de quelqu'un, et quelqu'un en tant qu'individu ou quelqu'un en tant qu'appartenant à un groupe particulier. Deux actions ont été menées, l'une avec beaucoup de succès et l'autre avec beaucoup d'échecs et de ratés. La première a consisté en une intervention du centre de vaccination dans des foyers où on avait l'habitude d'aller depuis plusieurs mois et où on avait déposé du gel hydroalcoolique, fait de la prévention, fait du dépistage un an avant. L'accueil a été beaucoup plus réussi et chaleureux parce que le soignant était identifié comme soignant. Et l'acte de soin était identifié comme un acte orienté vers les personnes et non pas uniquement vers un groupe dans un dispositif peut-être un peu administratif. La deuxième situation, c'est une situation qui nous a été proposée où nous n'avions aucune relation antérieure avec
le foyer, et où finalement les centres de vaccination, spécifiquement sur le 14e, mais c'est pas très grave, a débarqué finalement avec seringues, dasseries, matériel pour vacciner. L'accueil a été extrêmement froid, voire tendu, et finalement ça a débouché non pas à un refus systématique de vaccination, mais à un taux de couverture vaccinale sur la structure qui était très inférieur. Pour moi, ça soulève trois questions. Est-ce qu'on soigne un groupe ou un individu? Est-ce qu'on le soigne dans le but de protéger l'individu ou de protéger la collectivité par rapport à ce groupe, ou de protéger le groupe en entier? On ne veut pas que ce soit un cluster, mais on ne veut pas aussi qu'il contamine à proximité d'une école. Voilà, qui soigne-t-on et pourquoi? Le deuxième, c'est pour le soigner. Donc est-ce qu'on le soigne pour lui? Et l'autre point, et je reviens un petit peu sur la question d'innovation, de nouveauté, c'est la posture du soignant. C'est-à-dire que est-ce que le soignant, c'est un nouveau soignant à identifier, à comprendre, comment il se présente? Qu'est-ce que c'est qu'un vaccinateur? On sait que les publics qui ont eu le droit de vacciner ont beaucoup changé. Au début, c'était des médecins, puis des pharmaciens, puis on allait jusqu'aux vétérinaires qui ont fait très bien leur travail. Je n'en veux pas du tout en cause ça, mais pour une population, et en particulier une population éloignée de l'information, qu'est-ce que ça signifie être soignant? Est-ce que finalement le fait de ne pas prendre dans un contexte de crise tout le temps nécessaire pour montrer qui on est, montrer ce qu'on fait et dans quel but on le fait, est-ce que ça, c'est pas un facteur d'inégalité, d'accès, parce que on peut accéder à la vaccination, mais peut-être qu'on ne va pas aller jusqu'au bout de l'acte vaccinal, et dans ce cas, c'est une perte de chance pour la personne ou pour le groupe. Je reviens un peu sur, peut-être à vous de voir sur cette différence entre est-ce qu'on soigne un groupe ou un individu. Et troisième expérience pour terminer, c'est une petite réflexion assez courte sur la notion de proximité et de territoire. Je disais au départ qu'on a voulu construire notre centre de vaccination avec une démarche de multi-sites en proximité, c'est-à-dire à l'échelle d'un arrondissement de 140 000 habitants. On aurait imaginé faire 3 voire 4 centres très très proches des quartiers, avec des professionnels qui vaccinent, souvent connus et identifiés par les soignants. Ça n'a pas été si simple que ça pour des raisons, de santé publique. Ce n'était pas une volonté au début. La discussion, c'est est-ce qu'on fait des gros vaccinodromes ou est-ce qu'on fait un centre par arrondissement? Pourquoi il y aurait plus de centres dans un arrondissement plutôt qu'un autre? On s'est heurté à tous ces débats, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc pour compenser un petit peu cette démarche, on est parti sur l'idée de former des citoyens relais, en fait, à partir de 2020, au départ pour faire de l'accompagnement au dépistage, c'est-à-dire aller dans les quartiers les plus éloignés du soin, et pouvoir réunir sur les marchés, à la sortie des écoles par exemple, une équipe composée de personnels de la DAZES, de la mairie de Paris, qui ont l'habitude d'intervenir dans les quartiers, mais aussi de manière un petit peu nouvelle, des soignants qui ont ouvert des kiosques santé avec des internes de santé publique, des internes de médecine générale, qui s'adossaient finalement à la démarche de la DAZES pour pouvoir répondre au mieux aux questions. Si on était allé au bout du processus qu'on voulait mettre en place, mais il est encore en cours, je pense, en tout cas sur le 14e, que c'est un défi intéressant pour plein d'autres choses que le Covid, ce serait effectivement d'avoir, non pas de former au sens formation accréditante, mais de donner un niveau supérieur d'information à des personnes très en proximité. Ça peut être des gardiens d'immeubles, ça peut être des responsables d'associations, un niveau de connaissance fiable qui puisse aider la personne qu'il croise le plus fréquemment possible, un accès du bon soin au bon moment et au bon endroit. Voilà, donc ça c'est la continuité un petit peu de ce qu'on a essayé de mettre en place sur l'arrondissement. Voilà, donc la proximité, le territoire, je trouve que c'est un sujet quand même, je repense après la crise des Gilets jaunes, aux nombreux textes qui ont été écrits par des géographes sur l'impact de la géographie sur l'économie, etc. Je pense que sur le soin, c'est un sujet qui est assez passionnant. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup.